Bonjour et bienvenue à cet ultime tutoriel sur la modélisation linéaire multiple sur le logiciel R. Nous vous l'avons promis, ce tutoriel vient faire suite au tutoriel précédent qui portait sur la régression linéaire multiple, que ce soit sur le plan théorique ou alors l'explication pratique. Nous avons cette fois-ci décidé de tenir notre promesse en réalisant ce tutoriel sur la régression linéaire multiple sous R. Nous allons procéder à l'implémentation. Nous allons vous montrer pas à pas comment on peut partir de nos données et de pouvoir mettre en place notre modèle linéaire multiple sous le logiciel R. Alors, vous êtes peut-être en face, vous avez peut-être envie de modéliser, de faire une modélisation statistique, une modélisation économique, économétrique d'une situation réelle et vous vous demandez bien comment cela peut se faire. Nous allons sur la base selon laquelle vous disposez déjà d'outils vous permettant de comprendre la modélisation linéaire. Si vous avez des lacunes dans ce sens-là, vous pouvez y faire un tour dans mes précédents tutoriels. Vous verrez surtout le précédent. Vous pourrez voir que je vous ai montré et expliqué comment est-ce que le modèle linéaire fonctionne dans la théorie et puis dans la pratique. Alors, à titre de rappel, la modélisation linéaire multiple est une modélisation qui consiste déjà à expliquer une variable dite explicative à l'exprimer comme combinaison linéaire d'un certain nombre d'autres variables dites explicatives sous cette forme-là avec un terme d'erreur. Il faut dire que pour pouvoir faire une pareille modélisation, vous devez disposer d'une base de données sous laquelle vous avez un certain nombre d'informations sur chacune des variables, que ce soit la variable dépendante ou chacune des variables explicatives de votre modèle linéaire multiple. Voilà, donc nous supposons ici que pour ce qui est de chaque variable, à chaque date i, vous disposez donc de réalisation de chacune des variables à la date 1, à la date 2, à la date i et ainsi de suite jusqu'à une certaine date n. Et il faut rappeler également qu'en économétrie, la date, le nombre n qui est tolérable pour pouvoir faire une estimation cohérente, normale, respectant certains principes fondamentaux de la loi normale, vous garantit d'avoir un n au moins égal à 30 pour pouvoir estimer un modèle linéaire dans les règles de l'art. Voilà. Ceci étant, nous allons par exemple nous situer dans un cadre économique où vous voulez par exemple modéliser la fonction de la production d'une entreprise. Nous sommes dans un cadre microéconomique où vous voulez par exemple modéliser la production d'un bien par une entreprise qui produit un bien particulier. Est-ce qu'on peut par exemple écrire notre produit comme combinaison linéaire du capital et du travail? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Si vous êtes économiste, vous comprendrez très tôt qu'une pareille fonction de production est vouée à l'échec et qu'en général, il y a certaines classes de fonctions d'utilité qui peuvent être utilisées, de production qui peuvent être utilisées pour pouvoir modéliser la production. Alors, si vous êtes économiste, vous l'aurez compris que par exemple, il y a les classes appropriées existent parmi lesquelles la fonction de production du type Cobb-Douglas qui exprime la production comme sous cette forme-là,
sous cette forme-là, produit de capital et travail avec une constante en facteur capital à la puissance alpha et le travail à la puissance bêta. Et donc, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir, dans un cadre d'une modélisation linéaire, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette équation? Eh bien, vous avez la solution juste en bas de vous. Vous voyez donc qu'en appliquant le logarithme népérien à votre production, on retrouve une équation, une relation linéaire entre le logarithme du capital et le logarithme de la production et le logarithme de nos deux variables que sont le capital et la production. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons nous limiter à la modélisation d'une modélisation avec deux variables explicatives que vous pourrez bien évidemment généraliser à plus de deux variables. Mais nous sommes dans un cas d'école, nous allons nous limiter dans ce cas et ça vous permettra de comprendre mieux. Voilà. On peut également prendre une autre classe de fonction code de classe où on insère une troisième variable qui est le temps. Voilà. On écrit une fonction de type code de classe comme combinaison linéaire comme produit d'une constante à la puissance le temps, du capital à la puissance alpha et puis de travail à la puissance bêta en appliquant tout simplement le logarithme. On obtient également une relation linéaire avec le temps comme facteur, le temps comme l'un des facteurs explicatifs de la variable. Et bien ça peut être possible que dans la réalité votre production puisse le temps puisse être un facteur déterminant dans la chaîne de production de votre entreprise. Nous allons voir un peu plus tard avec la modélisation sur R comment on pourrait prendre en compte le temps et voir peut-être si oui ou non la modélisation avec ou sans composante temporelle peut être meilleure. Alors, vous avez pu le constater, l'interface de R est actuellement sur votre écran. Et donc, si vous ne disposez pas encore du logiciel R installé sur votre ordinateur, vous pouvez tout simplement aller sur le site CRAN. Vous allez sur le site CRAN R. Vous pouvez cliquez là et vous pouvez donc par la suite télécharger R selon votre système d'exploitation, que ce soit R, Mac ou alors que ce soit Linux, Mac ou alors Windows. Vous pouvez télécharger et installer, vous suivez juste la procédure. Alors une fois vous avez téléchargé R, vous pouvez tout simplement également aller sur CRAN, toujours R Studio, CRAN R Studio, et puis vous téléchargez R Studio. Voilà. Donc la première chose à faire c'est d'installer R et ensuite vous téléchargez R Studio qui est complètement libre. Vous pouvez télécharger la version libre là et voilà, vous pouvez donc commencer. Alors une fois R Studio installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez double-cliquer sur son icône et puis pouvoir l'utiliser. Alors pour ce qui est de la modélisation linéaire, vous avez besoin d'un certain nombre de packages pour pouvoir faire la modélisation. Vous avez besoin d'installer les packages. Donc vous venez dans package, l'onglet package là, vous avez besoin d'installer Zoo
XTS, SP et puis Case Dataset. Ces différentes librairies là, vous avez besoin de les installer leur package. Et donc je les ai déjà sur mon ordinateur installés sur mon RStudio. Si vous n'avez pas par exemple Zoo, je vais vous montrer comment vous pouvez installer le paquet Zoo par exemple, et pour la suite vous allez le faire par vous-même. Vous pouvez tout simplement taper Zoo de R. Donc vous pouvez cliquer et puis vous téléchargez Zoo tout simplement. Vous pouvez télécharger en version zip. Vous pouvez télécharger en version zip. Alors, vous le télécharger et vous installez sur votre disque. Alors une fois que vous l'avez installé, vous pouvez tout simplement venir dans Install, vous cliquez sur Install. Là vous choisissez l'option zip, fichier archive zip, et puis vous naviguez à travers Brush, et puis vous allez choisir vous allez sélectionner Zoo dans votre disque dur. Je l'ai installé sur je l'ai téléchargé. Le téléchargement a été orienté vers mon disque. Je vais aller tout simplement cliquer pour pouvoir installer le package dans mon disque D. Vous voyez Zoo qui est là, vous double-cliquez et puis une fois que vous avez double-cliqué, vous installez tout simplement. Vous cliquez sur installer et vous voyez que le package va venir se greffer. La compilation est encore en cours. Vous allez patienter quelques secondes et vous allez voir que elle nous dit que qu'il est en train d'installer le package dans notre disque local. Nous allons patienter un instant. Nous allons tout simplement attendre que notre package soit complètement installé. Voilà, vous voyez qu'il nous dit que Zoo a été installé avec succès, et donc vous allez le voir apparaître à l'extrême droit de votre écran. Vous pouvez par la même occasion installer XT qui permet de Zoo et XT permet de gérer les séries temporelles, puisque nos données de modélisation sont des données temporelles. Nous avons également XT pour les séries temporelles extensibles, et puis SP pour les méthodes spatiales. Et puis le Case Dataset permet d'estimer les modèles linéaires. Nos différents packages étant installés, nous pouvons tout simplement cliquer sur la case qui est à gauche de chacun d'entre eux, et vous voyez qu'il va les attacher à R pour qu'on puisse les utiliser. Voilà, les librairies, nos différentes librairies peuvent être utilisées pour la modélisation, pour notre estimation économétrique. Donc l'un des problèmes majeurs, c'est la préparation de la base de données. Nous disposons de données par exemple qui sont sous Excel. Nous disposons d'un fichier Excel
sous lequel nous avons des informations sur le capital, le travail, la production, le travail et puis le capital et puis le temps, l'année de réalisation de chacune de nos différentes variables. Et donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir l'exporter dans R, c'est de l'enregistrer, d'aller enregistrer sous. Nous choisissons le dossier. Mon dossier est au bureau, il s'appelle Data. Je vais l'enregistrer au format Excel CVS séparateur point virgule. Donc, nous allons choisir l'option CVS séparateur point virgule et puis nous allons tout simplement enregistrer à ce format là. Voilà, il nous demande si nous voulons l'enregistrer, sachant que le classeur va perdre un certain nombre de fonctionnalités. Nous allons appuyer, nous allons cliquer sur OK. Oui. Donc, nous allons tout simplement vous montrer cette fois-ci comment exporter, comment il faut exporter des données de R vers, importer autant pour moi vers les données vers R en partant de Excel au format CVS. Nous allons vous montrer tout simplement le code. Vous allez donc saisir le nom de la base. Vous pouvez d'abord dans un premier temps aller dans cet onglet juste en dessous de File et puis choisir R Script. Donc vous dit que vous allez créer un nouveau script. Vous voyez que une nouvelle page s'ouvre là où vous pouvez saisir vos différents scripts. R, nous allons supprimer. Donc nous allons revenir à notre script que nous avons déjà écrit pour vous. Pour aller du début jusqu'à la fin de notre estimation. Donc pour ce qui est de l'exportation de vos données, il faudra utiliser ce code là. Vous tapez base, le nom de la base. Je vais l'appeler par exemple base cap égal. Vous tapez le signe égal et puis vous allez saisir read.cvs. Et donc, quand vous tapez read.cvs, il vous donne la possibilité de on va choisir le dossier. Vous tapez read.cvs entre parenthèses, files choose entre parenthèses, placez la virgule, header égale T et puis une virgule, séparateur égale à point virgule, puisque dans notre exportation nous avons choisi un fichier Excel séparateur point virgule. Donc vous tapez ce code là dans votre interface et donc une fois vous avez tapé ce code là, vous venez tout simplement dans Run. Vous allez sélectionner votre code et puis vous appuyez sur Run. Donc vous appuyez sur Run, vous voyez que Excel vous donne la possibilité d'exporter. Si le dossier n'apparaît pas automatiquement, vous pouvez naviguer. Mon dossier, je l'ai enregistré dans Data. Vous cliquez sur Fonction de production. Et puis, vous voyez que base cap est désormais parmi vos bases. Vous pouvez cliquer dessus et elle va apparaître dans votre interface. Vous voyez que alors, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous devez vous rassurer que les virgules sont séparées par des points. Vous voyez qu'ici, nous avons plutôt des points-virgules et donc R va les traiter comme des variables, va traiter nos variables comme des variables qualitatives, alors que nous voudrons qu'il les traite comme des variables quantitatives. Donc, nous allons aller dans notre classeur Excel, fonction de production. Nous allons repartir dans notre classeur Excel. Nous allons l'ouvrir. Vous voyez que
nos chiffres sont bien séparés par des virgules, nous allons faire un CTRL H pour remplacer les virgules par des points. Nous allons faire CTRL H. Vous voyez que cette interface s'affiche. Rechercher, nous allons rechercher des points. Vous mettez point et remplacer par virgule. Nous allons remplacer des points par des virgules. Nous allons tout remplacer. Alors, nous n'allons pas sélectionner la plage où nous voulons remplacer. Nous allons tout simplement faire un CTRL A. Il va sélectionner tout le classeur. Nous allons refaire un CTRL H. Et puis nous allons remplacer point par... nous allons rechercher virgule. Et puis nous allons les remplacer par des points. Nous allons les remplacer par des points. Voilà. Et puis nous cliquons sur remplacer tout. Vous voyez que dans notre classeur, tout a été remplacé, toutes les virgules ont été remplacées par des points. Et puis nous pourrons maintenant aller fichier, enregistrer sous. Nous allons aller dans notre fichier data et puis l'enregistrer au format CVS séparateur point virgule. Alors nous allons remplacer l'ancien. Ok. Nous allons revenir à RStudio. Nous pouvons maintenant relancer notre code d'importation. Nous allons le lancer et puis nous allons sélectionner notre fichier. Nous allons recliquer sur notre base cap et vous voyez bien que les séparateurs sont des chiffres, des décimales sont séparés par des points. Voilà, vous allez voir que cette fois-ci R va les traiter comme des variables quantitatives puisque c'est le cas. Donc une fois votre base sélectionnée, vous pouvez tout simplement aller attacher la base à votre fichier R en saisissant ce code là, attache en parenthèse le nom de votre base qui s'appelle dans ce cas base 4. Et puis une fois vous avez sélectionné, vous allez tout simplement lancer. Et puis voilà. Bon, la première des choses, l'une des premières choses fondamentales qu'on peut regarder entre nos variables, ce sont les corrélations. Et pour regarder nos corrélations, nous allons taper COR, entre parenthèses, nous mettons le nom de notre base pour lui dire de donner notre tableau de corrélation. Puis nous appuyons, nous cliquons sur Run. Vous allez voir que la table des corrélations a été bel et bien affichée là. Vous pouvez bien voir qu'il y a notre table de corrélation. Après avoir exécuté notre code, vous voyez que on a une corrélation très forte entre nos différentes variables de l'ordre de plus de 94% dans chacun des cas. Il y a une forte corrélation entre la date et puis la production et également toutes les autres variables sont intercorrélées avec une très forte corrélation. Voilà. Et ce qui peut nous inspirer à mettre la date, le temps dans l'une de nos modélisations, dans l'un des modèles que nous allons concevoir tout à l'heure. Et donc nous voulons par exemple nous allons d'abord exprimer un modèle linéaire où nous estimons le capital comme combinaison linéaire du travail et puis du capital tout simplement. Et donc pour cela nous allons saisir dans notre script que nous avons créé tout à l'heure, nous allons saisir tout simplement le nom de notre modèle. Je l'ai appelé modèle.lm pour dire linear model. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et puis vous allez mettre le signe inférieur et ensuite le signe égal pour dire d'affecter à notre modèle
LM, pour dire linéaire modèle entre parenthèses, notre variable d'intérêt, tilde, L plus K. Donc, on met L plus K pour dire que il faut insérer dans notre modèle les variables L et K. Virgule, et puis data égale à data, c'est notre base de données que nous avons appelée tout à l'heure base cap. Donc, nous allons estimer notre premier modèle linéaire en faisant ce code-là. Linéaire modèle entre parenthèses, les paramètres, c'est variable dépendante qui est la production, tilde, et puis nous allons l'exprimer comme combinaison linéaire du capital du travail. Et donc, nous allons tout simplement, après avoir sélectionné notre code dans notre script, cliquer sur Run. Une fois cliqué, le modèle a été effectivement estimé, mais pour le voir, il faut faire un summary. Vous faites un summary, faites un summary, entre parenthèses, le nom de votre modèle que vous avez précédemment estimé. Nous l'avons appelé modèle.lm. C'est comme ça que nous l'avons désigné. Nous allons faire un summary de ce modèle là. Nous cliquons sur Run. Et vous voyez que les différents coefficients de notre modèle ont été estimés. Résidual, voilà, le minimum de résidus moins 14, le premier quantile, la médiane, le troisième quantile et puis le maximum de résidus. Nous allons les coefficients de notre modèle, la constante intercept qui est là, moins 174,03. Nous avons le coefficient du capital, notre bêta 1. Dans le coefficient du travail, nous avons le coefficient du capital, qui est notre bêta 2 qui est là. Nous avons les p-values qui sont là, toutes significatives à 5%. Si nous choisissons le seuil de significativité de 5%, nous voyons que toutes nos variables sont significatives. On pourrait penser que ce modèle est parfait, mais tout à l'heure, avec l'analyse des résidus, nous allons entrer plus en profondeur pour voir quel est le modèle à prendre en compte. Voilà. Une fois estimé ce modèle, nous allons regarder un deuxième modèle qui va consister à réestimer un autre modèle linéaire dynamique dans lequel nous allons appeler modèle LM, modèle.lm.dynamique, pour dire que le temps sera l'une de nos variables, et nous allons mettre comme variable l'année qui fait partie des variables comme nous vous l'avons montré tout à l'heure, plus la variable travail, plus la variable capital, et nous allons garder notre même base de données. Et puis nous allons cliquer sur Run. Vous voyez que notre modèle a été estimé. Nous allons faire un summary comme tout à l'heure. Nous allons faire un summary de notre modèle. Vous voyez que on a un modèle qui est là, les coefficients sont là, qui sont estimés. Le coefficient bêta 0 qui est la constante, bêta 1 qui est le coefficient de l'année, bêta 1 qui est le coefficient du travail, bêta 2 le coefficient du capital. Et donc vous voyez que le capital et le travail sont significatifs à 5%, mais par contre la constante et l'année ne sont pas significatifs. Dans notre modèle précédent, la constante était significative, mais lorsqu'on insère le temps, vous voyez que le temps n'est pas significatif. Lorsqu'on exprime la production comme combinaison linéaire du trend, de la tendance, du temps, du capital et puis du travail. Nous allons regarder maintenant notre modèle de Cobb-Douglas que je vous ai présenté tout à l'heure.
nous avons estimé que le capital pouvait s'écrire comme une constante que multipliait le capital à la puissance alpha plus le travail à la puissance alpha. Nous avons par la suite linéarisé notre équation telle que vous le voyez là. Nous avons linéarisé. Nous allons cette fois-ci estimer le logarithme de la production comme étant une combinaison linéaire du logarithme du capital et du travail. Et donc, nos différents paramètres nos coefficients seront les différents paramètres de notre modèle de Cobbs-Douglas tel que nous vous l'avons présenté en début de ce tutoriel. Donc, nous allons l'appeler tout simplement modèle.lm.cobbs-douglas. Nous allons exprimer le logarithme du capital comme combinaison linéaire du logarithme du capital et du travail. Nous sélectionnons notre équation et puis nous allons l'implémenter. Nous allons tout simplement exécuter. Notre modèle a été estimé. Nous allons faire un summary. Comme tout à l'heure. Vous voyez que les coefficients de notre modèle ont été bel et bien estimés. Dans ce cas, tous les coefficients sont également significatifs. Nous avons oublié de vous montrer les différents paramètres. Le R carré est très proche de 1. Le R carré est ajusté également. La p-value, la statistique de Fisher qui permet de regarder la significativité globale de notre modèle est également significative au seuil de 5%, qui est inférieur à 5%, donc significatif. Le R carré dans tous les trois cas, que ce soit le modèle linéaire de tout à l'heure, est assez élevé, assez proche de 1. Voilà, dans les trois modèles que nous venons d'estimer. Nous allons maintenant regarder un troisième modèle qui est toujours un modèle de Cobbs-Douglas dynamique comme nous vous l'avons montré tout à l'heure. Nous estimons cette fois-ci notre modèle que nous appelons modèle.lm.cobbs-douglas.dynamic et puis comme équation nous allons mettre le logarithme du capital qui est égal qui est égal à l'année, pas le logarithme, qui est égal à l'année comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a l'année dans notre équation, il y a le logarithme du capital, du travail. Vous pouvez remonter plus haut, voir comment nous avons exprimé, nous avons linéarisé notre modèle Cobbs-Douglas avec composantes temporelles. Voilà, il y a le temps, il y a le capital, il y a également le travail. Nous allons estimer notre modèle dynamique. Une fois sélectionné, nous allons exécuter notre modèle dynamique et puis nous allons faire un summary comme tout à l'heure. Nous allons faire un summary. Et puis vous voyez que cette fois-ci, l'année et la constante sont significatives. Et puis toutes les autres variables dans notre modèle de Cobbs-Douglas dynamique ont été estimées et voilà que nous avons également un R carré et un R carré ajusté qui est proche de 1, qui a toutes les bonnes. Le modèle est globalement significatif puisque notre statistique de Fisher est significative au seuil de 5%. Et donc nous avons donc estimé nos trois modèles, notre modèle linéaire, notre modèle linéaire dynamique. Nous avons estimé notre modèle Cobbs-Douglas. Nous avons estimé notre modèle Cobbs-Douglas avec inclusion d'une composante temporelle. Maintenant, nous allons faire l'analyse des résidus pour voir, puisque nous avons dit que les résidus
le modèle linéaire part d'une hypothèse très forte que les résidus suivent une loi normale. Et donc, nous allons générer les résidus de chaque modèle. Le premier modèle que nous avons appelé tout à l'heure le modèle linéaire simple, modèle LM de tout à l'heure. Vous voyez que les résidus, pour générer les résidus, nous avons défini une variable x1 à laquelle nous affectons résidual. Résidual, c'est le code, c'est le schéma R qu'il faut saisir, point LM, pour dire linéaire modèle, entre parenthèses, nous allons mettre le nom de notre modèle, nous l'avons appelé plus haut LM, modèle LM. Voilà, donc voilà la fonction R qui permet d'avoir les résidus de notre premier modèle dans une variable que nous avons appelée x1. Jusqu'à par après, nous allons tester la normalité de cette variable. Là, nous allons faire la même chose pour x2. Nous allons faire la même chose pour les résidus de notre modèle linéaire dynamique. Nous allons définir une variable x3 pour notre modèle de Cobb-Douglas. Nous allons définir aussi une variable x4 pour notre modèle de Cobb-Douglas dynamique. Et donc, ceci étant, nous allons exécuter. Vous voyez que nos différentes variables ont été générées, x1, x2, x3, x4, correspondant aux résidus de chacun de nos modèles. Et donc, par après, pour faire le test de normalité, nous allons par exemple faire le test de Shapiro-Wilks. Shapiro.test, entre parenthèses, vous mettez le nom de la variable. Nous allons d'abord tester pour le modèle linéaire, notre premier modèle linéaire. x1 correspond à notre modèle linéaire. Nous allons tester la normalité. Une fois nous avons saisi Shapiro point test, entre parenthèses, les résidus, le vecteur résidu que nous avons généré. Une fois cela fait, nous allons tout simplement exécuter en allant cliquer sur Run. Vous voyez que Shapiro data x1 W, la statistique de Shapiro est de 0,93, la p-value est de 0,03. Il faut rappeler ici que la p-value du test de Shapiro s'interprète dans le sens inverse lorsqu'il est supérieur au seuil de significativité. Donc, les résidus vont suivre une loi normale lorsque notre p-value sera supérieure au seuil. Si on choisit par exemple le seuil de 5%, nous verrons que nous pourrons conclure que les résidus de notre premier modèle linéaire ne suivent pas une loi normale. Et donc, notre deuxième modèle, c'était le modèle de Cobb-Douglas. Nous allons... le deuxième modèle, c'était le modèle linéaire dynamique. Nous allons également regarder à travers le test de Shapiro la normalité. Et puis... Shapiro, nous allons faire Shapiro également pour x2, Vous voyez que pour notre deuxième modèle, au seuil de 5%, on peut considérer que les erreurs suivent une loi normale puisque notre p-value est de 5,76%, un peu supérieur à 5%, mais c'est quand même limite. Mais il est déjà à signaler que notre modèle linéaire dynamique est meilleur que notre modèle linéaire simple. Donc la composante temps peut être importante dans la modélisation. Nous allons également regarder le modèle de Cobb-Douglas où nous avons linéarisé
notre variable, vous voyez que dans ce cas, la statistique de Shapiro est largement significative. Notre p-value est de 10% qui est largement supérieur à 5%. Même au seuil de 10%, on peut considérer que notre modèle de Cobb-Douglas suit une loi normale. Nous allons également regarder le modèle de Cobb-Douglas dynamique qui était schématisé par X4. Vous voyez que celui-là n'est pas significatif. Donc nos deux modèles significatifs sont le modèle linéaire dynamique et puis le modèle de Cobb-Douglas simple. Mais celui qui a une significativité plus élevée, c'est celui de Cobb-Douglas. Donc le modèle de Cobb-Douglas s'avère être le meilleur candidat parmi tous les modèles que nous avons estimés tout à l'heure. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Rendez-vous très bientôt dans de nouvelles aventures.